moi c'est Kevin Morel, comme il vient de le dire. Je vais commencer par présenter un petit peu qui je suis et puis la ferme sur laquelle je travaille. J'ai 28 ans, je me suis installé il y a 8 ans en sortant de l'école sur sur cette ferme qui n'était pas ma famille, c'est pas la ferme de mon père, c'est une installation hors cadre familial. Donc mon père est agriculteur, il l'est toujours, parce qu'il n'est pas si vieux que ça. Voilà, donc j'ai eu l'opportunité de m'installer à quelques kilomètres plus loin sur une autre exploitation avec de l'élevage. Et donc c'est pour ça que ma présentation, je vais la tourner pas mal vers l'élevage, je pense, comme on me l'a demandé. Parce que bon, pour tout ce qui est semi-direct, je crois que voilà, c'est fait. Donc voilà. Alors je me situe dans la Marne et pas dans les Ardennes, comme l'a dit tout à l'heure. C'est pas la même chose. Enfin, je suis à la frontière en réalité de la Champagne et de la Lorraine, à la frontière de la Marne et de la Meuse. Enfin donc peu importe, mais ce qu'il faut retenir, c'est que je suis pas dans la Marne, pas dans la Champagne crayeuse, loin de là. On va en parler après. Ça se voit déjà au paysage. Hein. C'est loin d'être une grande plaine céréalière. Ce qu'on m'a demandé aussi, c'est de présenter mon cheminement vers l'ACS. Donc, pourquoi ce choix, comment ça m'est venu, etc. Donc, c'est une idée que j'avais déjà avant même de m'installer. C'est-à-dire qu'au cours de mon cursus scolaire, quand j'étais en BTS, j'ai eu l'occasion de rencontrer un gars qui faisait du SD dans le Doubs, que vous connaissez tous, enfin que beaucoup connaissent ici. Voilà, j'avais jamais entendu parler de ça avant, l'agriculture de conservation. Faut se dire qu'on est en 2012, donc c'était moins développé qu'aujourd'hui. Et donc, je suis revenu de chez lui en me disant, mais c'est quand même pas mal. Ce qu'il fait, ça n'a rien à voir avec ce que je pouvais imaginer. Et donc je me suis mis à me documenter sur le sujet, à visiter des fermes qui travaillaient de cette façon-là pendant tout le reste de ma scolarité. Et puis quand j'ai eu l'opportunité de reprendre cette ferme-là, ça tombait pas trop mal parce que donc il faut bien comprendre que pour revenir sur la présentation de la ferme, on va dire qu'elle est sur 3 niveaux, 3 types de sols différents. On va avoir en haut les terres qu'on voit sur le plateau, donc c'est des limons mais pas comme ici, hein. C'est des limons battants, bon, ceux-ci sont battants aussi, mais hydromorphes surtout, parce qu'on est sur un sous-sol argileux. Donc l'excès d'eau en hiver est un problème. Problème que l'agriculture de conservation a tendance à pas trop mal simplifier, enfin, ça aide énormément à laisser l'eau s'infiltrer l'hiver, comparé à un système labour classique. Et ensuite, on a dans la vallée, j'ai des terres inondables en vallée. C'est de l'argile à 40% bien tassée, quasiment intravaillable. Enfin, là, par exemple, cet hiver, derrière l'été humide et l'automne humide qu'on a eu, il y en a qui ont abandonné de labourer parce que c'était tout simplement impossible. Il n'y avait même pas moyen, donc voilà. Et j'ai connu ça avant parce que mon père avait déjà une parcelle dans ce coin-là. Donc quand j'étais ado, je me suis retrouvé une fois à aller labourer une parcelle de 11 hectares. Je devais la faire dans la journée, j'ai mis 3 jours. Donc bon, c'est des choses qui aident à avancer parce que voilà. Donc faut bien comprendre que voilà, je suis pas dans le même contexte quand même qu'ici. Voilà, c'est des choses qui m'ont beaucoup poussé à aller vers l'AC. Aujourd'hui en ACS, enfin depuis que je suis installé, parce que donc je me suis mis à l'AC directement en m'installant. Voilà, j'ai directement acheté un Semeato comme marque, et puis j'ai commencé à faire du semi-direct directement, sans période de transition. Je fais du blé. Aujourd'hui, il me reste plus que du blé et du soja comme culture, en dehors des prairies temporaires et des prairies permanentes, et de la chicorée fourragère. On en parlera après. Mais j'ai aussi fait donc du maïs et du colza. Il en reviendra dans ma rotation. Enfin, c'est en fonction en fonction de ma rotation. Certaines années, je fais aussi du maïs et je fais aussi du colza ou pas, selon les terres, selon la rotation, comment ça tombe, en fonction du type de sol dont je parlais avant. Parce que notamment, ça c'est les terres de plateau.
qui sont pas inondables, donc je peux faire toutes les cultures d'hiver que je veux. Par contre, dans la vallée, puisque c'est inondable, c'est vrai que je l'ai même pas précisé, je crois. En plus d'avoir 40% d'argile intravaillable, l'hiver, il peut venir 1 mètre de flotte. Donc, les cultures d'hiver sont compliquées sur ces surfaces. Voilà. Donc, toutes les cultures sont en semi-direct, sauf le maïs qui est en strip-till, comme on le voit sur la photo là. Donc, voilà. Aujourd'hui, donc là par exemple un soja. Donc le soja toujours en semi-direct. Ça fait maintenant 5 ans que je fais du soja. Je les ai toujours fait en direct. Donc une culture qui s'y prête pas trop mal. Enfin, je trouve, même si on entend souvent dire l'inverse. Pour moi, ça se passe bien. Donc voilà un petit peu pour ce qui concerne les cultures et l'AC sur la ferme. Alors, sur les 150 hectares que fait la ferme, aujourd'hui, j'ai plus que 50 hectares de culture, le reste étant occupé par de l'herbe. Donc déjà 70 hectares de prairies naturelles, et puis le reste maintenant en prairies temporaires. Donc il y a de plus en plus d'élevage, on va dire que je nage un peu à contre-courant, quoi. À l'heure où l'élevage recule partout, moi j'en fais de plus en plus. Donc voilà, je suis aussi, et surtout du coup, éleveur de bovins à viande. Donc dans un système particulier, et c'est bien ça que je vais vous présenter. C'est-à-dire que mes bêtes, mes bovins, sont nourris uniquement à l'herbe toute l'année, du premier au dernier jour de l'année. Donc au pâturage 9 mois sur 12, en bâtiment les 3 autres mois, mais 100% herbe, donc 0 céréales, 0 complément, 0 aliment acheté, uniquement une complémentation minérale, mais qui représente peut-être 40 kg de compléments à l'année, enfin bref, rien du tout. Mais tout ça, donc, voilà, dans un système particulier, comme je le disais, de pâturage tournant dynamique, d'où l'abréviation PTD, voilà, c'est ça que ça veut dire. Donc, comment j'en suis arrivé là déjà ? À la base, quand je me suis installé, donc on me disait, comme c'est encore le cas aujourd'hui, qu'il fallait surtout pas faire d'élevage parce que ça paye pas, qu'il fallait plutôt labourer les prairies et faire des cultures, toutes ces choses qui sont assez difficilement réalisables chez moi, parce que là où on est, par exemple, la parcelle qu'on voit en photo, je l'ai cultivée quelques années. J'avais un blé l'année dernière, il a rendu 60 quintaux, donc alors qu'on peut faire des très belles prairies dessus, donc enfin bref. On va pas s'étaler sur le sujet, mais entre ça et puis les dénivelés, en face on a un beau coteau qui est difficilement mécanisable, enfin voilà, tout ça mis bout à bout, et le problème de l'excès d'eau l'hiver, la prairie elle s'en sort très bien. Donc je partais déjà d'une grosse base prairie naturelle, à savoir moitié de la ferme, et puis une envie de pratiquer déjà un élevage qui soit rentable et qui aille dans le sens aussi de l'agriculture de conservation. Parce que si je fais de l'AC d'un côté, c'est pas pour faire n'importe quoi avec mon troupeau de l'autre côté. Je pense qu'il faut quand même avoir une certaine cohérence dans le truc. Et il s'avère que la prairie, comme l'a dit Victor, d'un point de vue AC, il n'y a pas mieux. C'est vraiment, pour le sol, c'est le top. On cherche tous, je pense qu'on est nombreux à chercher à aller vers l'ABC, comme il disait, l'agriculture bio de conservation, qui est très difficile à atteindre aujourd'hui, t'en es la preuve. La prairie avec des vaches dessus, c'en est, quoi. Et c'est facile. Voilà. Donc c'est en partant de ce principe-là que je me suis dit, mes vaches, je vais leur faire manger de l'herbe et que de l'herbe. Et il faut réussir à tout faire comme ça. Donc on en parlera après, mais je vais de la naissance à l'engraissement à l'herbe. Donc quand elles partent à l'abattoir, je les charge en pâture, je les emmène à l'abattoir dans l'heure qui suit. Donc voilà, même dans l'engraissement, il n'y a pas de complémentation. Donc les principes de base du pâturage tournant dynamique, donc c'est de rediviser les grandes prairies qu'on peut avoir en petits carrés, voilà, ça après chacun le fait un petit peu comme il veut. Voilà, l'idée c'est que les bêtes ne restent sur une même surface pas plus de 3 jours. On parle en heures, on parle de 72 heures maximum, parce qu'on considère qu'à partir de 72 heures, l'herbe commence à repousser. Et donc si elle commence à repousser,
la bête est capable de la remanger, et à ce moment-là, on entre dans le surpâturage. Surpâturage qui est un terme très souvent galvaudé. On a souvent tendance à croire que, par exemple, ce qu'on voit au premier plan, là, qui est pâturé très ras, les gens ont tendance à penser que c'est du surpâturage, mais en fait, ça ne l'est pas, dans le sens où l'herbe a été coupée une fois par les bêtes, et que derrière, on va lui laisser un temps de repos suffisant. Donc le temps de repos, deuxième élément clé du pâturage tournant dynamique, c'est-à-dire que pour ne pas épuiser les plantes, et puis pour qu'elles donnent le meilleur d'elles-mêmes, pour qu'elles poussent et qu'elles fassent des tonnages convenables, il va falloir leur laisser un bon temps de repos entre chaque coupe. Coupe pratiquée par les bêtes, hein, évidemment. Il faut leur laisser le temps de refaire une flambée de croissance, parce qu'il faut bien imaginer que la courbe de croissance de l'herbe, après le passage des animaux, c'est une courbe exponentielle. Oui, c'est une courbe exponentielle. Donc au départ, on va être 8 jours à pratiquement rien voir. Au bout de 15 jours, on se dit tiens, ça se réveille un peu, puis au bout de 3 semaines, on a de l'herbe à mimmoler. Donc il faut laisser cette flambée de croissance se faire. Donc voilà, deuxième élément, principe de base du pâturage tournant, c'est les temps de repos. C'est là-dessus qu'on va le plus jouer. Et puis ensuite, oui, tout ce qui est fertilisation. Donc comme je le disais tout à l'heure, hein, faire ça en bio, c'est facile. Moi, je suis en conventionnel, donc je mets 30 unités d'azote à la sortie de l'hiver, histoire de réveiller un petit peu la machine, parce que la minéralisation du sol, elle démarre toujours plus tard. Il faut le temps que les sols se réchauffent, surtout sous nos climats. Donc j'aime bien mettre 30 unités d'azote au mois de février, mais 100, ça marchera aussi, quoi. Et c'est la seule fertilisation qui est apportée. Donc zéro chimie, ça sert à rien. Zéro fertilisation, parce que je suis même pas sûr qu'économiquement il y ait un retour. Mais tout ça, c'est assuré aussi et surtout par ce système. Le fait de déplacer les animaux tous les jours, ça les oblige forcément à faire leurs besoins où elles ont mangé. Donc on a zéro déplacement de fertilité. Et c'est un peu ce qui diffère aussi du pâturage classique, du pâturage libre. C'est que souvent, en pâturage libre, on a des bêtes qui vont surpâturer une zone, d'accord, mais surtout, elles vont souvent se coucher au même endroit et faire leurs besoins au même endroit. Et donc, à terme, on a des déplacements de fertilité qui se créent, des zones de parcelles qui s'appauvrissent, où on se dit, la terre, elle doit être moins bonne. C'est pas que la terre est moins bonne, c'est de la faute des animaux. C'est encore plus vrai quand vous avez des coteaux, c'est que les animaux se couchent jamais dans le coteau. Ils mangent dans le coteau, ils vont se coucher sur le plat. Alors dans le plat, souvent, c'est déjà là que vous avez la meilleure terre, et en plus, c'est là où ils viennent faire leurs besoins. Donc vous déplacez les éléments fertilisants, la matière organique, tout, et ça au bout de quelques décennies, au bout de quelques siècles même, parce que moi c'est des prairies, ça, qui sont très très vieilles, bien plus vieilles que moi, et que vous tous. Donc voilà. Donc pour éviter ça, le fait de les parquer dans un petit carré, que je vais expliquer après, les empêche d'aller déplacer les éléments fertilisants. Et grâce à ça, on a un système qui tourne tout seul. Donc, moi, ma façon de pratiquer ce pâturage tournant, parce qu'il y a plusieurs façons de faire. On peut avoir des paddocks fixes, donc c'est des petites parcelles, et on passe les bêtes de parcelle en parcelle. Comment expliquer ? Souvent, ces gens-là ont même des chemins d'accès pour aller de parcelle en parcelle. Enfin bref. Bon, je ne vais pas m'étaler sur ce que je ne fais pas, justement, parce que j'ai choisi un autre système, appelé techno-grazing. Bon, ça c'est pour faire bien. Ça. mais sinon, en français, on peut tout simplement dire que c'est du pâturage en couloir. C'est-à-dire que mes parcelles, donc là on voit plus la grande taille des parcelles, mais elles sont découpées en couloirs. Donc je ne sais pas si vous le voyez, moi ça me paraît clair, mais bon. Je les découpe dans le sens de la longueur, donc dans le sens qu'on travaillerait avec un tracteur. Je fais des couloirs de 40 ou 60 mètres selon les parcelles. Donc quand je dis découper, c'est avec des clôtures électriques. J'en parlerai après plus précisément. Mais voilà, je découpe dans le sens de la longueur. Et ensuite, dans ces couloirs-là, je vais avancer avec un fil avant et un fil arrière tous les jours, mes bêtes. C'est aussi simple que ça, c'est un fil en nylon sur un enrouleur, voilà, c'est mon meilleur ami, c'est mon outil de travail aujourd'hui, c'est ça. C'est du fil nylon sur un enrouleur, ça vaut 100 balles, et voilà. Et ça bouffe pas de fioul, une bonne paire de chaussures et vous êtes parti. Ou de bottes, hein, ça dépend de la saison. Donc voilà.
Et donc le fil avant du jour devient fil arrière du lendemain, parce que vous redéroulez un autre fil devant, vous faites passer les bêtes, qui, bon, là par exemple, j'arriverai dans la parcelle, elles courent tout de suite au fil, et puis elles m'attendent. Enfin, pour déplacer des bêtes, c'est très facile. C'était une de mes craintes, avant de commencer ça, c'est de me dire, il va falloir qu'elles viennent. Bon, bah, il a fallu 3-4 jours pour qu'elles comprennent que quand j'arrivais, j'étais le messie. Et quand je ouvrais la poignée, elle passe tout en courant. Et des fois, c'est même presque dangereux parce qu'elle passe vraiment pas loin, en courant comme des folles. Je me dis toujours qu'un jour, je prendrai un coup de patte ou quelque chose sans m'en rendre compte, mais bon, c'est pas encore arrivé. Donc voilà comment c'est pratiqué chez moi. Donc l'avantage aussi de ce système-là, des couloirs comme ça, dans le sens de la longueur des parcelles, c'est que le jour où il y a besoin de mécaniser, c'est facile. Mes fils dedans, s'il en reste encore un ou deux de fils en travers, il suffit de les démonter. Et on se retrouve avec une parcelle qui est découpée en couloir de 40 mètres ou 60 mètres, découpée au GPS en plus. Donc quand il faut faire de la fauche, je retrouve mes belles longueurs que j'aurai dans une grande parcelle. Je suis pas entravé par des clôtures. Enfin, j'ai quand même les clôtures fixes dans l'autre sens, mais bon, elles gênent pas, quoi. Il suffit de passer de chaque côté. Donc voilà. Et puis on évoquera aussi après tout ce qui est en lien avec l'eau. Parce que vous imaginez bien que c'est un des plus gros freins quand on fait ça. On ne peut pas s'amuser à emmener l'eau tous les jours aux bêtes. Enfin, si on pourrait, mais bon, c'est du boulot. Donc, bon, j'en parlerai après. On va déjà commencer par les clôtures. Donc la clôture, aujourd'hui, c'est tout électrique. Bon, j'ai encore des clôtures périphériques par place en barbelé. Mais aujourd'hui, à chaque fois que je monte une nouvelle clôture, c'est forcément de l'électrique. Avec des clôtures qu'on appelle high tensile. En fait, c'est du fil d'acier très résistant, légèrement élastique sur la longueur, mais qui est quand même très très résistant. Et donc voilà, je fais tout avec ça maintenant. Donc c'est du fil qu'on est capable de tendre très fort surtout. C'est surtout ça l'intérêt. Et comme on le tend fort, on économise sur le nombre de piquets. On n'a pas besoin de beaucoup de piquets pour le tenir, puisqu'il est tellement tendu qu'il tient debout tout seul. Donc on voit bien, ça c'était une clôture de périphérie que j'étais en train de faire. Donc en périphérie, en bordure de route comme ça, je mets 2 fils de haut. Et puis en subdivision intérieure, j'ai qu'un seul fil. Donc en extérieur, en périphérie, toujours sur des piquets en acacia en dur. Dedans, on utilise aussi du piquet fibre. Donc ça fait des clôtures qui reviennent vraiment pas cher, chose importante, parce que vous imaginez bien que quand on s'amuse à tout découper comme ça, ça commence à faire des kilomètres et des kilomètres de clôture. Donc faut pas que ça coûte. Sinon, ce serait faisable de faire tout en barbelé, mais bon, puis c'est un autre travail. Ça va surtout très vite à faire, il faut le préciser. Ça va très très vite à dérouler. J'ai un dérouleur derrière le 4x4, j'avance, c'est parti, voilà. Et voilà, je mets à piquer tous les 25 mètres, donc ça avance. Pour des clôtures qui restent pendant des années. Donc, autre chose très très importante, la plus importante même, comme je le disais tout à l'heure, l'eau. L'accès à l'eau. Donc, il faut déjà, quand on met en place ce système, créer des réseaux d'eau, obligatoirement. Donc, pour ça, soit au début, j'avais déroulé les tuyaux. En fait, j'utilise du tuyau noir, du tuyau PE, tuyau alimentaire, comme vous pouvez trouver dans n'importe quel magasin de bricolage, bref. Pour pas que ça coûte cher. Et donc, au début, j'avais commencé en déroulant ces tuyaux-là au sol. Le problème, c'est que l'hiver, ça gèle, ça je m'en doutais, mais l'été surtout, quand la chaleur tape sur le tuyau noir, l'eau est bouillante. Donc je me retrouve maintenant à enterrer tous mes tuyaux avec une vieille sous-soleuse et un dérouleur dessus, comme ça. Toujours au GPS, comme ça c'est propre. Donc voilà, il faut absolument créer ça, un réseau d'eau comme ça. Et donc le tuyau d'eau, je le mets en réalité, il se trouve à chaque fois les tuyaux sous les clôtures, qui sont en fixe. Les clôtures qu'on a vues avant. Voilà, les clôtures de subdivision intérieure comme ça, dessous et enterrées, enfin pas sous celle-là d'ailleurs, mais bon, parce que c'est une sur deux, une ligne sur deux, j'enterre un tuyau noir PE comme ça, dessous, une sur deux parce que du coup on va l'utiliser pour le couloir de chaque côté, le couloir de droite comme le couloir de gauche, avec des raccords rapides tous les 50 mètres, donc petit truc qui va bien facile, et après je me promène avec cet abreuvoir, ce genre d'abreuvoir mobile, qui fait 70 litres, un tuyau d'arrosage avec le raccord rapide au bout, et donc l'abreuvoir, on le déplace tous les jours avec les bêtes. Mais comme on a créé un réseau d'eau, on a de l'eau partout, pas besoin de se casser la tête à emmener de l'eau, etc. L'abreuvoir, il fait 70 litres, donc pour le retourner, je l'attrape, je le retourne, et puis
je le traîne parce que ça fait même pas 10 kilos. Donc voilà, ça paraît pas grand chose, mais tout ça c'est des accessoires qui nous simplifient la vie. Et autre chose, chez moi, donc bon, on a un peu perdu, comme dirait Victor. Les villages sont assez espacés. Donc avoir l'eau du réseau, c'est même pas la peine d'y penser. Là par exemple, où il y a les panneaux solaires, je suis à 3 km du village et de toute forme de vie humaine. Donc c'est pas la peine. J'ai pas l'accès à l'eau potable, très rarement l'accès à l'eau potable, sauf autour du village, mais sinon ailleurs c'est mort. Donc j'ai dû aussi créer des systèmes de pompage solaire, parce qu'on a quand même la chance d'avoir toujours nous des ruisseaux, des rivières, etc. Donc ça par contre dans ce sens-là on a de la chance, ou des sources. Et on a de l'eau assez bien répartie sur le territoire. Mais donc, j'utilise donc des panneaux solaires avec une pompe, avec des pompes, pour pomper cette eau de ruisseau ou de rivière, la mettre sous pression et l'envoyer dans les réseaux. Donc le tout à l'énergie solaire. Et c'est la même chose pour l'électricité, qui électrifie les clôtures. C'est avec ces mêmes panneaux solaires que les postes de clôture sont alimentés. Alors ensuite, maintenant que j'ai fini de parler du pâturage, ma façon de pratiquer le pâturage, je vais vous parler du troupeau en général. Donc, quand j'ai repris la ferme, c'était un troupeau de charolaises, le troupeau classique français, il y a ça partout, il y a ça partout. Ça a été la vache à la mode des années, d'après-guerre en fait, tout simplement. La vache qui a été développée après-guerre et puis jusqu'à maintenant. Avec un petit peu de croisement limousine déjà à l'époque pour gagner en facilité de vélage sur les genisses, chose que j'ai continué, puis arrêté, pour passer sur de l'aubrac. Aujourd'hui, tout va vers l'aubrac. Tout le troupeau s'oriente vers l'aubrac, mais par absorption. Donc j'ai acheté très peu d'aubrac pur. Je mets simplement des taureaux aubrac sur mes bêtes, et avec le temps, ça ressemblera à de l'aubrac. Ça fera de l'aubrac. Parce que j'ai voulu acheter de l'aubrac. Le problème, c'est que c'est une race à la mode, à effectif assez réduit. Donc on vous vend de tout, même la merde, et à très gros prix. Donc voilà. Et puis elles sont pas forcément si bien adaptées chez moi, pas autant que les bêtes qui sont nées chez moi en fait. Donc je pars du principe que je garde mon troupeau et je le fais évoluer dans le sens où je veux aller. Donc je suis naisseur, engraisseur, parce que je garde donc tout ce qui naît chez moi maintenant, c'est moi qui l'amène à l'abattoir en gros. Donc voilà, je fais 70 vélages et donc toute la suite est gardée. Les mâles sont castrés. Je fais plus de broutard depuis cette année, c'est fini. Je castre tout à la naissance à l'élastique. C'est ce qu'il y a de plus facile. Franchement, ça va super bien. Et donc, bien sûr, ces bœufs et ces genisses qui iront à la viande sont élevés engraissés à l'herbe. D'où l'idée de la surface en herbe qui augmente aussi chaque année. Forcément, c'est parce qu'il y a plus de bêtes en face. Donc au total, ça me fait un troupeau aujourd'hui de 250 bêtes, pour viser 300 bêtes d'ici un an ou deux. Il y aura à peu près 300 bêtes. Tout ce qui est reproduction, c'est tout en monte naturelle. Pas d'insémination artificielle, j'ai essayé de le faire un petit peu. C'est trop de boulot pour moi, trop... ça m'a vite gavé. J'ai 4-5 taureaux, ils font le travail, ça va très bien. Voilà. Donc, d'un point de vue génétique, j'ai pas des bêtes de concours, je ne veux surtout pas faire de concours, ça ne m'intéresse pas. Ce qui est chez moi une bonne bête, c'est pas les bêtes qu'on voit dans les concours. Chez moi, une bonne bête, c'est une vache qui est capable de faire un veau par an et dont j'entends jamais parler. C'est-à-dire que je ne fais plus les vélages. Franchement, je fais pratiquement plus les vélages. Cette année, j'ai dû tirer 2 veaux. De faire boire un veau, c'est pareil, impossible à faire. Enfin, inconcevable pour moi de faire téter un veau sous sa mère, ça doit se faire tout seul. Ça doit venir naturellement. Donc voilà, ma sélection s'oriente surtout dans ce sens-là. Et d'ailleurs, je fais de plus en plus véler dehors maintenant. Je fais véler avant de rentrer, donc au mois de novembre. Parce que c'est beaucoup plus sain, on a beaucoup moins de problèmes de santé. Enfin, voilà. Mais par contre, il faut que ça se passe bien, parce que je suis pas là pour intervenir. Donc si ça se passe mal, ça se passe très mal. Voilà. Pour ce qui est donc de la partie naissage, ensuite l'engraissement. Voilà, on en parle maintenant. Donc comme je le disais, mes bêtes sont élevées à l'herbe toute l'année.
Mais toutes les bêtes sont élevées à l'herbe toute l'année, engraissement compris. Donc évidemment, à cette saison, c'est facile. Un petit tour en pâturage tournant. Je déplace mes bêtes, ouais, ça je ne l'ai pas précisé, mais comme je vous l'ai dit dans les grands principes du pâturage tournant dynamique, on dit qu'il ne faut pas laisser les bêtes plus de 3 jours au même endroit. Chez moi c'est simple, je les change tous les jours. Comme ça, je suis sûr de ne pas dépasser les 3 jours. Et puis de toute façon, beaucoup de ceux qui s'expérimentent à faire ça, même si au début ils disent oh, bah, on fera ça tous les 2-3 jours, ça va assez, ils se retrouvent tous à faire ça tous les jours parce qu'au final c'est plaisant à faire, c'est pas beaucoup de boulot et que le travail est bien mieux fait. Voilà. Ce que j'appelle travail bien mieux fait, c'est que les vaches pâturent beaucoup mieux si elles sont changées tous les jours. Et aussi, en changeant tous les jours, elles ont une ration dans le rumen qui est toujours constante. Parce que quand on les laisse 2 ou 3 jours dans la même parcelle, à partir du principe de 3 jours, le premier jour, elles mangent le meilleur, le deuxième jour, ça va à peu près, le troisième jour, elles ramassent ce qui reste parce qu'il faut. Et donc, pour obtenir de bonnes performances animales, c'est pas l'optimum. Et on se rend vite compte qu'il faut directement aller à 24 heures si on veut vraiment que ça fonctionne. Voilà. Donc, chez moi, dès que c'est pâturage tournant, c'est 24 heures. Sinon, c'est pâturage continu et basta. Il n'y a pas de... Entre les deux, je m'y retrouve pas. Donc, l'engraissement l'été. Enfin, l'été, ce que j'appelle l'été. C'est plutôt printemps, été, automne, toute la belle saison, c'est-à-dire 9 mois sur 12. C'est au pâturage. Donc, petit secret aussi, qui fait que ça fonctionne bien, c'est que je fais passer mes bêtes d'engraissement dans les parcelles, et puis derrière, j'ai un lot de ce qu'on appelle d'esclaves, qui finit le travail. C'est-à-dire qu'elles passent le lendemain ramasser la moins bonne herbe, pour bien nettoyer, évidemment, parce que c'est important. On ne peut pas laisser, on peut pas laisser un résiduel trop mauvais, on peut pas laisser, parce que sinon, si vous ne pâturez pas de manière non sélective, c'est-à-dire si vous ne coupez pas toute l'herbe nickel comme il faut, vous allez laisser proliférer les plantes dont les bêtes n'ont pas voulu ou qu'elles apprécient moins. C'est ces plantes-là qui vont du coup prendre le pas sur les autres, peut-être même monter à graines et à terme dominer la prairie. Et ça, c'est ce qu'on veut surtout pas. Ça fait partie des gros avantages du pâturage tournant dynamique. C'est ça, c'est de ramener tout le monde, toutes les plantes présentes dans la prairie sur un même pied d'égalité, une fois les bêtes passées, et leur donner la même chance de repousser. Et donc du coup, vous allez avoir les plantes les plus productives qui vont forcément dominer les autres à terme. Donc, pour réussir à faire ça avec des bêtes qu'on engraisse, donc il faut réussir à avoir cette prairie toujours nickel après le passage des bêtes, mais sans que les bêtes aient faim et sans les forcer à manger ce qui n'est pas trop bon. Du coup, pour faire ça, je fais ce que je vous disais, j'utilise un lot de bêtes dites esclaves. C'est-à-dire que celle-ci passe en premier, elle ramasse que le meilleur, et le lendemain, les autres passent pour ramasser ce qui reste. Alors les esclaves, ça va être j'utilise des genisses pleines, qui ont 2 ans et demi aujourd'hui, qui vont véler à l'automne, parce qu'elles n'ont pas des gros besoins. Elles ont déjà largement fait leur croissance, elles seraient même déjà capables de véler aujourd'hui sans problème. Donc voilà, elles peuvent largement s'en contenter, c'est pas un problème. Ensuite, donc l'hiver, j'engraisse aussi à l'herbe. Bon, ça c'est pas un lot de bêtes qui est à l'engraissement, mais voilà. Donc l'alimentation hivernale, c'est foin en rubanage, suivant comment j'arrive à récolter, hein, tout simplement, suivant la saison, suivant le temps qu'il fait, suivant beaucoup de choses. Et donc l'engraissement, j'arrive à le faire aussi l'hiver avec du foin, mais ça va être du foin d'excellente qualité évidemment. Donc uniquement des foins qui sont souvent fauchés entre 2 tours de pâturage. Donc c'est des foins d'une herbe qui fait 20 cm, 30 cm, voilà, c'est du foin extra forcément, sinon ça peut pas aller. C'est pas avec du foin ou comme ça qu'on pourrait graisser les bêtes. Voilà. Et donc, ensuite, cette viande, je la valorise en vente directe à la ferme ou en boucherie. Et puis, pour finir, il y a toujours des bêtes qui partent un petit peu dans le circuit classique, mais la majorité, voilà, c'est des circuits courts. C'est-à-dire en boucherie, donc je travaille avec des boucheries parisiennes et d'ailleurs. Et puis, en vente à la ferme, comme je le disais. Ensuite, donc, que ce soit pour l'engraissement ou pas, autre petite subtilité de ce que je fais et qui me permet de pâturer, comme je le disais, 9 mois sur 12. Quand je dis que je pâture vraiment. C'est pas que les bêtes sont dehors et que je les affourage. On a des étés de plus en plus secs.
Bon, on verra bien cette année si c'est le cas ou pas, mais en tout cas depuis 5 ans, nous on a eu 2018, 2019 et 2020, 3 années de suite où il a fait extrêmement sec et chaud. On a eu au moins 3 mois sans une goutte de pluie. Donc je ne sais pas si ici vous en êtes arrivé à ce point-là, mais je crois que vous en êtes pas loin. En tout cas, on sait que c'est un problème qui vient et qui ne fera que de se renforcer. Et donc pour ça, pour continuer à avoir des bonnes performances, que ce soit sur les animaux à l'engraissement, comme je le disais avant, ou sur les animaux en croissance, donc les jeunes de l'année, etc., j'ai implanté des prairies spéciales. Enfin des prairies qui ne sont pas vraiment des prairies, mais c'est des flores sur une base de chicorée, mais pas la chicorée que vous connaissez, c'est de la chicorée fourragère. Enfin, au final, c'est la même plante. C'est juste que celle-là, c'est de la chicorée sauvage, qui n'a pas été quasiment pas sélectionnée pour en faire ce que vous connaissez mieux. Donc un mélange de chicorée, de trèfle d'Alexandrie, là, qu'on voit sur les photos, qui remplit très bien son rôle l'été, à condition d'avoir de la réserve utile quand même dans les sols. Il faut des sols profonds, hein, sur de la caillasse ça marche beaucoup moins bien forcément, mais elle a la capacité avec son système racinaire de puiser de l'eau en profondeur et en quantité tout l'été. Elle ne craint pas la chaleur, donc ça pousse, ça repousse sans problème. On voit bien la photo du milieu, c'est le bon exemple. À gauche, c'est une prairie naturelle que vous voyez. Au fond, un maïs. Et en travers là-bas, je ne sais plus ce que c'était, mais bon, bref, tout autour était cramé. Et au milieu, j'ai ma chicorée qui est toute verte et qui avait déjà été pâturée. J'étais déjà dans le 2e tour de pâturage. On était là rendu au mois de septembre, ça faisait 3 mois qu'il n'y avait pas plu. Donc voilà, c'est une plante très solide. Son seul inconvénient, donc à cette chicorée, c'est qu'en première année, elle ne monte pas à fleurs. Elle ne fait que des feuilles et de la racine. Mais par contre, dès que vous arrivez en 2e, 3e année et plus, ça monte à fleurs. Et je ne sais pas si la chicorée cultivée est la même, mais la chicorée sauvage est bien plus grande que moi. Elle fait à peu près 3 mètres de haut, hein, quand elle en a envie. Donc, et elle est imbouffable par les vaches, parce que c'est que de la tige, une tige super dure, bien pire que du colza ou du tournesol. Enfin, bon, bref, donc c'est ingérable. Ce qui fait que en fait, j'en ressème tous les ans. Je l'ai intégré dans ma rotation entre 2 blés. Je vais arriver au mois d'avril, quand je sème mon soja, tout simplement, en même temps. Je sème ma chicorée, avec du trèfle, hein, d'Alexandrie, voilà, que je vais pâturer tout l'été, et à l'automne, je la fous en l'air pour refaire un blé. Ou un maïs, suivant les terres que c'est. Elle peut rester jusqu'au printemps, puis repartir en maïs, mais voilà. C'est devenu une culture annuelle chez moi, parce que si vous la laissez en 2e année, ben, vous n'y arrivez pas à la pâturer, quoi. On y arrive à la sortie de l'hiver, et puis un beau jour, elle se met à monter à fleurs, et puis là, c'est ingérable, elle va beaucoup plus vite que n'importe qui. Et puis en plus, ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est qu'en faisant ça, je préserve ma réserve utile, comme en plus je suis en semi-direct, donc vous arrivez en avril, le sol en dessous, et même encore aujourd'hui d'ailleurs, parce que ma chicorée, elle fait la taille du micro, quoi. Donc elle est encore pas super développée, et mon sol est aujourd'hui est gavé de flotte, malgré qu'il pleuve pas de trop. Il pleut juste de quoi compenser un peu l'évaporation, mais puisque j'ai un mulch au sol, un paillage qui vient de mon couvert précédent, plus mon épandage de fumier d'ailleurs, qu'il ne faut pas oublier, j'ai un beau paillage au sol, pas de travail du sol, donc pas d'évaporation. Donc aujourd'hui, je me retrouve avec une réserve utile à toc, donc prêt à passer l'été. S'il pleut pas de l'été, c'est pas grave, elle trouvera de l'eau. Et donc c'est ce qui fait, ça fait 6 ans que je pratique ce système-là. Elle m'a sauvé pratiquement tous les ans. L'année dernière, elle m'a sauvé de la noyade aussi d'ailleurs. Parce que l'année dernière, vous avez connu, et chez moi c'était pareil. Les inondations au 14 juillet. Donc je suis allé rechercher les bêtes un matin dans la flotte avec de l'eau jusqu'à la taille. Et ma chicorée, je l'avais implantée sur les terres qui inondent pas, donc sur le plateau. Et elle m'a sauvé aussi mais cette fois-ci pas de la sécheresse, mais de l'inondation. Voilà. Voilà. Donc pour ce qui est des fleurs d'été, et donc utilisé pour l'engraissement et pour les bêtes à fort besoin, c'est-à-dire que là je vais sevrer mes veaux probablement demain ou dans les jours à venir, avant d'attaquer la moisson. Je les sèvre et je les passe sur la chicorée. Comme ça me permet de diminuer les besoins des mères pendant l'été. Puisque l'été, voilà, pour le moment on a encore un peu de pluie, mais il faut bien se rendre compte que l'herbe elle va vite tirer à sa fin, en tout cas chez nous. Et donc en sevrant, ça me permet de ne plus trop nourrir les mères et puis qu'elles passent l'été tranquillement en faisant comme ça. Donc ça c'est chez moi, donc l'été 2019 je crois. Donc c'est vrai qu'on se croirait pas dans le nord de la France, hein, mais faut se dire que ça ressemble à ça maintenant, hein, de plus en plus souvent.
sauf 2021, mais voilà, tout est cramé. Et donc, les bêtes à faible besoin, donc comme je le disais, donc les mères qui n'ont plus leur veau, donc elles n'ont pas grand-chose, elles ont juste besoin de rester en vie en fait, hein, rester en vie, puis quand même faire croître le fœtus qu'elles ont en elles. Donc, et pour ça, en ayant des bêtes rustiques, elles n'ont pas besoin de grand-chose. Donc, je leur fais pâturer ce que j'appelle du stock sur pied. C'est de l'herbe qui est cramée, complètement cramée. C'est une herbe ça qui a poussé depuis le mois de mai. En règle générale, c'est ça que ce que je fais, c'est que c'est une herbe qui a été pâturée un coup en avril et ensuite je laisse pousser. Je ne repâture surtout pas après parce qu'en fait, ce qui va réellement tenir le sec, c'est les tiges. Parce que quand je parle de stock sur pied et puis que j'échange avec des gars qui veulent le faire ou qui en ont déjà essayé, etc., ils me disent mais quand il fait sec, de toute façon l'herbe elle crame, elle disparaît. Et c'est vrai, l'herbe souvent on la voit disparaître sous nos yeux, quoi. Mais ce qui disparaît, c'est les feuilles. C'est une petite herbe feuillue qui serait bonne à pâturer. Si vous la laissez passer tout l'été en mode chalumeau comme on connaît maintenant, oui, au bout d'un moment, il n'y a plus rien, c'est vrai. Mais pour que ça fonctionne, il faut une herbe qui soit épiée, qui soit en tige. Donc là, on est sur de la paille, quoi, hein. C'est de la paille sur pied. Et là, donc, on était fin septembre, il n'y avait pas plu depuis 3 mois, mais ça me permet de les nourrir. Avec toujours mon système de fil avant, fil arrière. Et ça se passe très bien. Bon, là, pour le coup, c'était des genisses. Mais voilà, c'est des genisses de 18 mois, c'est pas des vaches. C'est pas le bon exemple, la photo n'est pas représentative, mais on voit bien comme c'est cramé derrière. Le coteau là-bas a un voisin, enfin bon, vous voyez bien. Alors qu'en plus, là, on est dans un fond humide. Il y a de l'eau 4 mois dans l'année à peu près là-dedans, on peut pas y aller. Mais l'été, ça crame quand même. Donc voilà, pour les animaux à faible besoin. Et autre avantage de ce système de stock sur pied, c'est que l'herbe que vous voyez là, elle est en semence. Et là, bon, là, il y a beaucoup de raies gras, donc je ne sais pas si les semences étaient tombées, mais la majorité partie du temps, les semences tombent. Ou si elles ne sont pas encore tombées, les vaches les font tomber en pâturant, de toute façon. Donc toutes les semences tombent par terre. Il faut imaginer qu'on a un sol en dessous qui est complètement desséché, donc qui part un petit peu en poussière, avec un troupeau qui est très 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 serré. Donc, elles me gratouillent avec leurs sabots 1 cm de terre, qu'elles transforment en poussière. Elles mélangent la semence avec ça. Et quand il repleut à l'automne, vous avez une prairie qui a gagné en densité au moins x10. Quoi. Enfin, on se retrouve avec un golf. C'est un véritable gazon. Donc, c'est un autre gros avantage aussi pour redensifier une prairie qu'on trouverait un peu moche, qu'on serait tenté de retourner. Un passage de stock sur pied et vous remettez de la semence au sol pour des années. Et ça fonctionne en plus. Ce stock semencier, une fois qu'il est reconstitué, il faut bien imaginer qu'il y a des graines qui restent en dormance, chose qu'on connaît malheureusement en grande culture. Mais là, ça nous arrange bien. C'est qu'il y a des graines qui restent en dormance. Et donc, si vous allez pâturer un peu trop tard à l'automne, un peu trop tôt au printemps, dans les années qui suivent, dans les trous de pattes de vache, c'est magique, il y a de l'herbe qui lève. Parce qu'il y a de la semence qui était là. Donc ça, c'est vraiment pas mal pour conserver les prairies naturelles à très long terme. Pour moi, c'est un très bon outil. C'est la dernière. Et donc, il fallait bien que je finisse par le pâturage découvert, que je pratique aussi. Donc, évidemment, puisque je suis en semi-direct, je sème découvert d'interculture systématiquement, voilà, comme je pense pas mal de monde ici, même si on n'est pas en semi-direct de toute façon. Déjà, c'est parce que c'est obligatoire en France. Donc, depuis le début, je pars du principe que mes couverts, donc forcément, oui, ça a un coût de semence. On l'entend régulièrement, ça coûte, il faut les implanter, etc. Donc moi, je veux absolument les valoriser avec mon troupeau. Comme ça, c'est plus une charge, c'est un gain, c'est un retour sur investissement. Et donc, régulièrement, je les fais pâturer ou je les fauche, ça dépend, mais j'essaie de les valoriser avec mes bêtes. Donc là, c'est une photo de cet automne avec des bêtes qui sont parties à l'abattoir en sortant du couvert. Donc je pense qu'on est quand même pas mal au niveau économique. Et donc pour ça, faut quand même préciser qu'au début, je le faisais avec uniquement des fils nylon comme ça au milieu de la plaine. J'allais courir au moins une fois par an. C'est un peu... j'aime pas ça. Et donc maintenant, je clôture toutes mes parcelles comme je l'ai montré avant avec du fil high tensile. Même les parcelles cultivées sont entourées. Et c'est pas encore fini, mais je suis en train d'en faire et d'en refaire. Et puis, ce que je fais même maintenant, c'est qu'en fait, je fais la même chose que ce qu'on a vu sur les photos de Marc tout à l'heure. Sauf que moi, c'est pas des lignes d'arbres, c'est des clôtures.
c'est le même principe, hein, parce que c'est des couloirs, hein, donc je fais la même chose mais avec des clôtures. D'ailleurs, il faudrait peut-être penser à cumuler les deux, ce serait peut-être pas mal. Mais voilà, pour le moment, je fais comme ça. Donc pâturage découvert. Juste, je voudrais juste attirer votre attention sur une chose, c'est que ça fait donc 6 ans que je fais ça aussi. Et j'ai vu un peu de tout passer. C'est qu'on a tendance à entendre, enfin, je sais pas ici, mais chez nous, qu'on pourrait pâturer tout et n'importe quoi. Qu'un couvert, c'est génial, donc vas-y, pâture, c'est génial. T'as des bêtes, t'as un couvert, bah, mets-les dedans. Sauf qu'il faut faire attention à la flore présente. Moi, j'ai fait des très bonnes performances, comme j'ai fait des contre-performances, en fonction de la composition du couvert. Autant en ovin, on a tendance à voir que ça se passe bien dans à peu près tous les cas. D'ailleurs, on le voit bien sur la plateforme là-bas. Les 3 couverts différents sont raclés pareil. Les bovins vont être, je pense, déjà plus sélectifs. Il y a certaines plantes qu'ils n'aiment pas trop. Et il y a certaines plantes qui vont pas être terribles pour eux. Je pense par exemple à la facélie, qui leur apporte pas grand-chose de bon. Les radis, le radis chinois qui reste petit, ça va encore, mais un radis fourragé qui sera en fleurs, c'est 0. J'ai même, je pense, enfin, j'ai jamais eu la preuve, mais je pense avoir eu même des problèmes de comportement liés à ça. Des bêtes qui devenaient un peu excitées à cause de ça. On a des pistes, mais bon, voilà, enfin, j'ai rien de sérieux, donc je peux pas vous en parler. Et puis, évidemment, j'ai jamais recommencé comme ça. On saura jamais le mot de la fin. Et tout ça pour dire que voilà, on peut pas pâturer non plus tout et n'importe quoi avec des bovins. En tout cas, pas si on veut faire des performances. Si on veut mettre des vaches dedans pour dire qu'on a mis des vaches dedans, c'est sûr que ça se passe toujours bien. Hein. Mais moi, je pèse mes bêtes régulièrement, etc. Et donc, je sais très bien quand ça fait des performances ou pas. Donc, j'en suis venu à une base avoine brésilienne, vesse, pois fourragé, trèfle d'Alexandrie. Donc, un couvert fourragé basique. Là, j'avais ajouté de la févrole, c'était l'année dernière. Donc, la févrole, par exemple, elle la mange pas. Pour qu'elle la mange, il faut les forcer. Bon, si on les force, elle les mange. Hein. Quand il n'y a plus que ça, elle mange. Hein. Mais bon. C'est stupide, ça n'a pas d'intérêt. Donc voilà, bien faire attention aux espèces choisies, partir plutôt sur des plantes fourragères, forcément. Enfin, ça me paraît logique, mais voilà. des espèces fourragères type l'avoine, vespe fourragée, j'aime bien. Les trèfles, tous les trèfles possibles, évidemment, ça se passe bien. Donc voilà. Et c'est bon, c'est fini. Il faut que j'arrête. Il n'est plus là, le chef. Le maître du temps n'est pas là, alors. Voilà. Donc maintenant, on passe aux questions. Questions pour tout le monde, hein, comme ils l'ont expliqué au début. Pas uniquement sur mon intervention, mais aussi sur les leurs. Donc voilà. Kevin, c'est combien le temps de repos entre les 2 cycles de pâturage? Alors ça dépend beaucoup de choses. Ça dépend de la saison. Par exemple, en tout début de saison, quand on pâture début mars, en réalité on ne revient pas avant début mai. Parce que ça pousse pas fort, il fait froid, voilà, ça n'avance pas. Alors qu'en plein mois de mai, on peut se retrouver avec des temps de repos de 20 jours, 20, 25 jours, rarement moins de 25 chez moi, j'aime bien laisser bien reposer quand même. Quitte à être un peu tard, mais j'aime bien laisser reposer. Et puis après, l'été, on peut être à plus de 3 mois de repos, hein, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, quand il pleut plus, il faut surtout pas, d'ailleurs ça c'est une erreur que j'ai fait une année, continuer à tourner l'été, c'était avant que je fasse des stocks sur pied. C'est que je me suis retrouvé avec plus rien, donc j'ai continué à tourner. Continuer à tourner l'été en se disant elles vont ramasser ce qu'elles trouvent, et puis on verra bien. Et en fait, c'est ce qu'il y a de pire pour la prairie, parce que derrière, ça a beaucoup de mal à repartir. Enfin bref, ça répond pas à la question. Mais pour répondre à la question, il n'y a pas de règle. En fait, ce qu'on va regarder, c'est surtout la production de biomasse, quoi. De base, dans le système néo-zélandais classique, on part du principe que les animaux doivent rentrer dans 3000 kg de matière sèche, et qu'à la sortie, il doit en rester 1500. Voilà. Donc il faut viser 3000 kg de matière sèche devant. Sauf qu'en fait, selon les saisons, c'est pas forcément faisable. Par exemple, au mois de mars, pour avoir 3000 kg, il faut que la prairie elle soit au repos depuis longtemps. Donc en réalité, on les a jamais, et puis on y va quand même. Voilà. Et puis à l'inverse, quand je suis dans du stock sur pied, elles ont 8-9 tonnes devant elles, et puis ça se passe bien aussi. Donc voilà, c'est assez difficile à répondre. C'est surtout en fonction des objectifs. Et puis on va chercher en tout cas pendant les belles saisons, donc printemps et automne, à pâturer une herbe feuillue, mais qui a eu le temps de faire sa flambée de croissance, comme je l'expliquais tout à l'heure. Il ne faut pas aller pâturer de la petite herbe. Donc il n'y a pas on peut pas donner de durée type. Sauf si on est breton ou normand. non, ouais. C'est encore moins vrai dans des régions un peu plus compliquées.
Oui, donc moi j'aurais une question pour la personne qui produisait des plants de pommes de terre, là. Je ne sais plus votre prénom, excusez-moi. Victor. Donc au niveau de la pomme de terre, on sait qu'en ACS, c'est la culture qui pose le plus de problèmes par le travail intensif du sol. Donc j'ai entendu que vous pratiquez le tamisage, je comprends bien, pour une culture à forte valeur ajoutée. Mais je suppose que c'est la culture qui a le plus d'impact sur la vie du sol. Est-ce que dans vos associations de culture et après dans vos successions de culture, vous arrivez à rattraper la perte au niveau des champignons et des bactéries que cette culture peut provoquer? Ben oui, c'est tout l'enjeu. De se dire, ben en fait, si on regarde cette culture-là, il faut que le reste du temps, on soit impeccable, quoi. Il faut que le reste du temps, on ait une constance dans les couverts, qu'on rate jamais les couverts. Il faut qu'on observe vraiment pour que dès que c'est possible, on travaille le moins possible les sols, comme on fait pour le lin, quoi. Et il faut, ben, on sait que en gros, ça c'est une année blanche parce que on tamise 2 fois en vrai. On tamise quand on prépare la terre, puis on tamise quand on arrache, puis on roule partout avec les bennes. Donc il faut qu'à un moment donné dans la rotation aussi, on aille chercher de la matière organique exogène pour remettre dedans, pour essayer de rééquilibrer la balance, quoi. C'est un peu tout ça. Et après, est-ce que c'est correct? Il y a encore ma conseillère bio la semaine dernière, elle me dit mais c'est super ce que tu fais, Victor, hein. Mais en vrai, t'es pas tête là, tu défonces tout. Je dis bah oui, mais comment tu fais pour sur Bah, je pense, oui. Parce que quand tu fais un bilan humique global, tu vois bien que cette année-là, c'est une année blanche. Puis il y a du lin, bah, c'est une année blanche. Puis s'il y a des betteraves, c'est une année blanche aussi. Donc sur 5 ou 6 ans, mais en gros, la moitié du temps, tu bouffes le capital. Hmm. Ouais. Et en fait, pour tout vous dire, là où on en est dans la réflexion, enfin en tout cas dans ma réflexion, je me dis, bon alors attends, si je suis vraiment honnête, là je pensais faire, moi je voulais remettre des légumes un peu dans le bio, quoi. Puis en fait ça me dérange parce que je trouve pas trop les débouchés, parce que le marché c'est pas top en ce moment. Et puis en fait pendant très longtemps je suis resté sur, oui mais en fait ça va pas, le problème c'est que j'ai pas les contrats et du coup au niveau économique ça va pas aller tout. Et puis en fait, bah, je me suis dit, non mais finalement, il me manque quelques hectares à couvrir dans mon assolement. Ça fait un moment que je réfléchis aux cultures plutôt arbos, petits fruits, des cultures pérennes. Je me disais, non mais attends, moi je vais pas planter 5 hectares de pommiers dans ma grande plaine, non mais tu rigoles, le manque à gagner, truc machin. Bon, j'ai écouté un podcast intéressant justement sur la route en venant avec... c'est un podcast en anglais. C'est con parce que c'est deux Belges qui parlaient, c'est... Guillaume Snessens et puis Thomas Lecomte de Sol Capital. Et donc il disait ouais mais faut pas réfléchir en tonnes, faut réfléchir en kilos. Et ben oui, parce qu'en fait il y a des opportunités sur des cultures pérennes où le kilo il vaut cher. Donc aujourd'hui je suis en train de me dire bon alors attends, si je sais mettre 1 hectare ou 2 hectares de culture où il va y avoir forcément beaucoup de boulot, parce que si on parle de framboises, de fraises, de myrtilles, de trucs, et ben là il y a du taf. Mais en fait si je fais 2 hectares comme ça, ou même 1 hectare comme ça, en gros c'est l'équivalent de 5 hectares de plants bio, que je dois aller chercher les terres quand même un peu chez mon voisin quand même, pour équilibrer les installations, le calibreur, les frigos et tout quoi. Bon. En fait, maintenant j'en viens à réfléchir en me disant mais finalement si mon système de culture il est un peu trop intensif, au niveau sol, comme tu disais, bah, érosion, quoi. Est-ce que vraiment il n'y a pas des opportunités dans mon système qu'aujourd'hui j'ai laissé passer pour, parce que il faut de la rentabilité, quoi. On est 3 associés, dans 2 ou 3 ans ils s'en vont, mais moi je vois pas pourquoi ils ne seraient pas remplacés, soit par d'autres associés, soit parce que je vais embaucher de la main-d'œuvre. Hein. Parce qu'en fait une culture pérenne, quand même. Bon, là c'est de la vigne, par exemple. Moi, mon chauffeur, il a 60 arts de terre de famille et il a planté des vignes au bord de la mer à côté de chez moi. Donc là, il faut que je le ramène ici plus tard.
Et je me dis, en fait, quand tu as 1 hectare ou 2 de culture pérenne, eh ben, tu peux bichonner, tu peux mettre du BRF au pied, tu peux faire du paillage, truc machin. Bon, ça c'est le truc le plus régénératif du monde, quoi. Bon, et ben en fait, si je développe ça, et qu'à côté je vire les betteraves rouges, après je vais faire du soja, comme Kevin, hop, un coup de bineuse quand j'ai le temps entre 2 tailles de myrtille, et puis 3 coups d'hercétrie, et puis c'est plié. Alors si je regarde ça tout de suite et que je compare les deux, ça colle pas. Parce que tu dis, un coup tu as un chiffre d'affaires de 3 000 € l'hectare, puis là c'est 7 000. Alors comment tu fais au niveau économique? Ah oui, en fait, si on trouve une opportunité ailleurs pour dégager plus de valeur, ça marche. Parce que nous, dans l'ADN de notre projet, il faut que le sol il continue de s'améliorer. Voilà. Et la pomme de terre, en fait, si on a de la pomme de terre dans le système, pour tout un tas de raisons, il faut que le reste du temps dans la rotation, on soit impeccable. Il faut qu'on soit... et l'important, c'est pas de faire du semi-direct le reste du temps. L'important, c'est d'être constant. Vaut mieux, si vous y sentez pas à l'aise, faire un peu de TCS, mais en tout cas, si vous couvrez chaque interculture, que vous mettez du compost de manière régulière, que vous arrêtez de labourer et que vraiment vous y tenez, en fait, il y aura des résultats au bout. Et il faut de la constance dans les pratiques. Je vois monsieur Dumont de Chassard qui est ici. Quand son fils m'envoie des photos de l'état de ses sols avec les aléas climatiques, je me dis, mais en fait, moi, si je m'étais mis en route avant et si j'avais été, moi, plus constant, je me rapprocherais plus de ça. Puis j'ai d'autres exemples locaux, mais c'est comme je vous vois. Mais je trouve que c'est le truc qui est important, c'est la constance dans les pratiques. Il ne s'agit pas de faire un coup du labour, un coup pas de labour, un coup du semi-direct, un coup pas de couvert. Ça, au bout de 10 ans, il ne se passe rien. Bonjour, moi j'ai une question. Sylvain Lesplou, je suis ingénieur agronome de Bordeaux et j'ai suivi le master d'agroécologie et puis il nous est apparu après une campagne en Dordogne où on travaillait sur le réchauffement climatique et l'adaptation des techniques, où en fait il nous apparaissait qu'on avait toutes les solutions en main technique pour adapter les rotations, etc. Mais finalement un des freins c'était les filières et la disponibilité des cultures qui pouvaient être commercialisées. Et je voulais avoir votre ressenti à vous, si vous sentez que les filières ici, c'est un frein pour vous, pour votre exploitation, s'il y a des opportunités que vous aimeriez développer, mais que vous ne pouvez pas. Voilà, peut-être un témoignage de tous les trois, si c'est possible, ce serait super. Alors, du coup, c'est moi qui continue. Ouais, mais en fait, le truc, c'est que s'il manque des filières, le manque de filières, c'est pas un problème. Le problème, c'est de faire travailler des paysans ensemble. Si tu veux, par exemple, pour donner un exemple concret à tout le monde ici, en France, on a dit, maintenant, il faut que les collectivités, elles mangent 20% de bio. Ouais, pourquoi pas? Alors, en fait, ça, c'est politique. Donc il se trouve qu'il y a des endroits où de toute façon il y a plein de bio, ils sont très bien organisés, donc ça marche. Et puis dans 95% du reste de la France, ça ne marche pas. Moi j'ai participé à des réunions sur l'agglomération du Havre, où tout le monde dit, moi le premier, je dis ouais, mais j'ai pas les hectares que je voulais en face de ci, de ça, machin, les autres ils râlent du prix du lait, les autres machin et tout. Et moi je dis ok les gars, moi j'ai appelé X et X personnes, ils veulent des fruits rouges. Donc là, vous êtes en train de discuter d'une légumerie, en fait, ça n'intéresse personne. Est-ce qu'on ne peut pas monter des surgélateurs? Et puis, en fait, on va faire des fruits rouges, on va faire de la transfo, et puis après, on va vendre. Ah, bon. Silence dans la salle. Je dis, vous savez quoi, moi j'ai appelé des gars, en fait, ils cherchent des surfaces en haricots, en pois de conserve. Voilà, comme vous êtes là à bricoler avec des lentilles, ou l'année dernière, vous avez rien récolté parce que c'était trop humide. Cette année, vous n'avez rien récolté parce que c'est trop sec. Est-ce qu'on ferait pas un truc différent et tout? Calme plat. J'appelle le gars en arbo, je lui dis au fait, il paraît que vous avez fait des réunions autour de la noisette et des noix et tout, t'as des billes, qu'est-ce qu'on fait, tout ça, il y a des gars intéressés et tout. Silence. Le problème, en fait, il n'existe pas de filière parce que les gens ils se bougent pas le cul. Parce qu'en fait, il y a des sous. Des fois, tu as un marché. Mais en fait, il faut prendre son bâton de pèlerin, il faut aller voir tout le monde.
faut aller voir tout le monde, il faut trouver 2 autres gus comme toi qui sont prêts à se bouger. Voilà, et puis après t'y vas, quoi. Mais en fait, est-ce que c'est un problème qu'il n'y ait pas de filière? Je sais pas. C'est un problème qu'on n'ait pas le temps de monter les filières. Parce qu'après, du coup, c'est les autres qui les montent, et puis la marge, elle disparaît de la poche du paysan. C'est ça le problème. Je ne veux pas faire un discours de syndicaliste, mais...